Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané dans ce nouvel épisode du Pince Crâne. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi et surtout sur YouTube où on essaie de faire un peu de contenu exclusif. Vous pouvez aussi me retrouver au Relic Commander Party à Rennes le 24 et 25 février. Alors je vous attends pour venir jouer en Commander avec moi. Sur ces bonnes paroles, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti. Et ben rebonjour et re-bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour de stratégie. Mais pas de stratégie de deck, de stratégie à la table, de stratégie de jeu, de comment on pilote notre deck. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un super invité que j'ai cherché à avoir depuis un long moment, il m'esquivait un petit peu. Salut le monarque, comment tu vas ? Salut, ouais, je suis un peu timide, Nox, c'est pour ça. Non, ça va super, hyper content d'être enfin en ta compagnie pour un sujet qui s'annonce passionnant, quoi. Bah ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Avec plaisir. Le monarque, c'est moi, comme j'ai l'habitude de dire. Je suis youtubeur, je suis créateur de contenu depuis quelques mois maintenant. Je m'étais lancé à la sortie de l'extension Seigneur des Anneaux. Je fais en fait de l'analyse de cartes, de l'analyse de commandants, de deck building, toujours autour de cette thématique du commander multijoueur. En tant que joueur de Magic, je dirais que je suis pas forcément un vétéran ni de Magic ni du commander multi. J'y joue, je dirais, depuis 3 ans environ en multi. Mais pour moi, ça a vraiment été mon coup de cœur en fait, dans le sens où Magic, j'avais un petit peu laissé tomber pendant de nombreuses années. Et à partir du moment où j'ai découvert ce format-là, mais en fait, ça a été... mais c'est pour moi. Et du coup, ça m'a encouragé, évidemment, à créer mes decks, puis finalement à créer ma chaîne, parce que je pense avoir des trucs intéressants, je sais pas, mais en tout cas, avoir ma petite touche, mes petites choses à dire par rapport à ce format qu'on aime tant, quoi, tout simplement. Yes, moi en tout cas je trouve que t'as des trucs à dire dans ton contenu. Tu fais des vidéos qui sont d'excellente facture, que ça soit dans le fond et dans la forme. Et moi je me suis beaucoup retrouvé dans ton contenu vis-à-vis de... après bon c'est ma vision, mais de la philosophie que t'inspires. Je te trouve très friendly, mais... Je trouve qu'il y a un mélange subtil entre ouverture d'esprit et aussi réflexion et analyse. Et les deux sont pas antinomiques et je trouve que tu mixes vachement bien les deux. C'est très gentil et je pense que ouais, c'est un bon moyen de décrire le contenu que j'essaie de proposer. C'est-à-dire que l'analyse, le fait d'essayer d'aller un petit peu plus loin que le simple effet d'une carte, c'est quelque chose qui me passionne déjà personnellement, et c'est quelque chose que ouais, j'essaie de produire et de proposer sur le contenu de ma chaîne, quoi, tout simplement. Mais c'est très gentil que tu me dis ça, parce que en plus le contenu que toi tu proposes, c'est un contenu que j'adore aussi. Quand tu m'avais proposé le premier, enfin ta première proposition de podcast, pour moi c'était une évidence, dans le sens où je me suis dit mais avec Nox, on partage une vision hyper similaire du format en fait, donc on aura, je pense, plein de choses à dire et plein de choses à analyser. Yes. Et je rebondis encore sur un truc que tu as dit. Effectivement, dans ton contenu, tu t'arrêtes pas effectivement à l'effet d'une carte. D'ailleurs, c'est un reproche que je peux faire à beaucoup de gens qui font de la création de contenu, pas que francophones. Genre, dire c'est fort, c'est nul. C'est pas, à mon sens, c'est un peu faible niveau analyse. Même analyse, de manière générale, c'est un terme qui peut être un peu arrogant quand on parle de faire du contenu sur Magic quand même. Mais ouais. Je trouve que justement dans ton contenu, tu vas vraiment plus loin que c'est fort, c'est pas fort. Je pense que tout le monde est capable de lire une carte et de se dire ok, bon, ça a du potentiel à partir du moment où tu as un peu d'expérience. Mais commencer à faire des projections pertinentes
et qui ne sont pas anecdotiques, qui vont pas exister que dans une situation très très rare, bah, je trouve ça déjà plus pointu en termes de contenu, et bah, du coup vachement, moi j'y ai beaucoup plus d'intérêt, quoi. C'est cool, c'est exactement l'objectif. On va se recentrer un peu sur notre sujet du coup. Comme je le disais en préambule, on va parler de stratégie, mais on va pas parler de stratégie de deck, hein, donc la stratégie que vous avez imaginée dans votre paquet de 100 cartes, mais on va parler de stratégie de table, donc comment on va se comporter à la table, comment on va se placer à la table, ce que j'appelle, moi personnellement, le pilotage. Bon, pour vraiment nous lancer, je me pose une question, à quel point le pilotage, la stratégie de table, ça compte dans une partie? C'est une très très bonne question. C'est déjà une question à laquelle, pour moi, ça va être compliqué de répondre. Instinctivement, évidemment, on a envie de dire que le pilotage, la stratégie, ce sont des choses hyper importantes. Je pense que, justement, on parlait d'analyse, on parlait de sens du détail. À partir du moment où tu as envie d'améliorer ton expérience de jeu, à partir du moment où tu as envie de devenir un meilleur joueur, évidemment que ce côté comprendre les dynamiques de table, comprendre les menaces qui peuvent apparaître, comprendre à quel moment tu dois jouer telle ou telle carte, forcément c'est quelque chose d'essentiel. Mais il y a quand même un truc que j'ai envie de pondérer un petit peu. On joue quand même un format qui est le plus aléatoire dans l'univers de Magic. On joue des decks de 100 cartes. Les top decks sont compliqués, sont surprenants. Les adversaires aussi qu'on rencontre sont justement parfois hyper surprenants. Tu peux avoir des années d'expérience et te retrouver face à un adversaire qui va complètement te décontenancer de par ses réactions, de par ses actions en fait, tout simplement. Donc mettre en place une stratégie, même si c'est quelque chose d'hyper passionnant, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est difficile de par ce côté aléatoire. Cela dit, je dirais quand même, pour pas... là, les gens peuvent se dire, bah attends, il faut un podcast sur la stratégie et le mec me dit qu'en fait, la stratégie, c'est inutile. Non, c'est absolument pas ce que je veux dire. Je dirais tout de même que la stratégie, faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on mette ça au cœur de notre gameplay, dans le sens où tu as sûrement déjà dû entendre des joueurs dire... Bah voilà, autour d'une table de Commander, si tu prends 4 decks de niveau égal, bah, chacun a 25% de chance de remporter la partie. C'est une petite phrase un petit peu toute faite comme ça que moi j'ai souvent entendue et je suis pas complètement en désaccord avec ça. Mais justement, je pense que tous les deux on fait du contenu aussi pour ces joueurs qui potentiellement aimeraient faire en sorte que ces 25% de chance de victoire, ils passent à 26, à 27, à 28. Et pour essayer de devenir un joueur qui peut-être gagne un petit peu plus et comprend mieux le jeu, eh ben, la stratégie a quand même ce côté hyper intéressant et hyper important à maîtriser, quoi. Ouais, t'as évoqué plein de choses intéressantes. Cette histoire de 25%, personnellement, je trouve que c'est un peu du bullshit. Dans la mesure où effectivement je trouve que la stratégie, comment on va se placer à la table, va avoir énormément d'impact. L'expérience individuelle des joueurs a énormément d'impact. Quelqu'un qui analyse mal potentiellement les menaces ou les pièces de jeu problématiques, je pense que du coup il part déjà potentiellement un peu derrière. Il y a ça, et puis il y a autre chose, c'est que il y a plein de decks aussi qui ne nécessitent pas nécessairement de stratégie, qui peuvent se permettre de jouer tout seul dans leur coin, ou presque. Et donc du coup, ils vont se placer un petit peu différemment vis-à-vis des autres packs, certainement, vis-à-vis des autres joueurs. Mais je pense que comment on se place dans une partie, ou même comment on se replace dans une partie, parce qu'une stratégie peut évoluer selon qui est la menace, et nous-mêmes on l'est, donc enfin on peut changer notre stratégie en cours de route, hein, bien évidemment. Donc voilà, je suis pas convaincu par cet argument des 25, enfin par ce truc là des 25%, je trouve que c'est un peu une phrase toute faite pour moi.
Ouais, voilà, je suis aussi d'accord avec toi, tu vois, c'était aussi pour pondérer un petit peu cette stat qui sort de nulle part, hein, on est bien d'accord. Mais c'était un petit peu pour illustrer, au final, en quoi le fait de maîtriser correctement sa stratégie, son pilotage de deck, au final, ben, t'amener à devenir un meilleur joueur, quoi, tout simplement. Si je devais répondre, tu vois, à ma propre question de à quel point la stratégie ça compte, du coup, j'y ai répondu un petit peu partiellement. Mhm. Je pense que ça compte énormément. Je me trompe peut-être, hein, mais à mon sens, ça compte Mhm. peut-être plus que la puissance intrinsèque de ton game, de ton deck, pardon. Et ce qui me fait penser ça, c'est toutes ces parties où typiquement il y a un joueur qui sort mal, son deck Ouais. sort mal, il est derrière, et il est tellement derrière que les gens le considèrent pas trop comme une menace, ou bon, ils veulent pas spécialement le sortir non plus, tu vois. Et finalement, Ouais. bah, ce gars-là va arriver à gagner la partie. C'est une configuration qui m'est Ouais, arrivée ouais, ouais. énormément. Et en fait, c'est là où je me rends compte que le pack Mhm. a des fois moins d'impact sur la partie que en fait le statut du joueur pendant les 45 premières minutes, quoi. Ouais, non, je suis tellement d'accord. Il y a tellement d'exemples où bah, pendant les 5 premiers tours, tu vas avoir un mec qui va louper deux lane drop, qui va faire la course derrière pendant toute la partie, qui va du coup être un petit peu laissé de côté par les autres joueurs. Ça va quand même lui permettre d'économiser des points de vie, de pouvoir quand même sortir ses cartes clés à différents moments. Et puis il y a un moment où il se refait la cerise et il fait un tour explosif et il ramasse entre guillemets les miettes des autres joueurs. Alors, je dis ça de manière péjorative, mais ramasser les miettes, c'est pas forcément le terme à utiliser, dans le sens où si ça vient d'une réflexion qui est calculée en amont, au final, c'est juste un super play, quoi. Mm. Et du coup, ça m'ouvre. Du coup, ça me fait transitionner vers quelque chose. Il y a une croyance que j'ai eue pendant longtemps, ouais, qui est encore un petit peu là d'ailleurs, comme quoi, en fait, être le second à la table, et par second, j'entends la deuxième Ouais. menace la plus importante, c'était peut-être la meilleure stratégie. Aujourd'hui, Yes. cette pensée-là, chez moi, elle a un peu évolué. C'est plus trop ça dont je suis convaincu. Aujourd'hui, je suis plus convaincu que il ne faut pas être la première menace. Voilà. C'est pendant Je toutes les suis, phases de début de partie, il ne faut pas être devant parce que bah, on va se prendre tout, quoi. je suis en grande partie d'accord avec ça. Euh, Je pense qu'on peut peut-être s'intéresser, ouais, déjà à cette position. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Parce que je t'avoue que moi, j'ai des opinions assez franches sur à la fois ce rôle de menace et à la fois ce rôle un petit peu de second ou de sous-marin, quoi. On peut sûrement l'appeler comme ça. Le concept, effectivement, du sous-marin, c'est comment est-ce que tu installes ta stratégie? Comment est-ce que tu joues des cartes qui, comment dire, ne vont pas générer de haine ni d'attention autour de la table, mais qui, malgré tout, si tu en joues une, si tu en joues deux, si tu en joues trois, vont créer des synergies qui, à partir du tour 6, à partir du tour 7, vont peut-être te mettre dans une situation où tu vas pouvoir partir sur un vrai gros tour explosif. J'ai peut-être un exemple de deck qui peut être intéressant pour les auditeurs. Vous connaissez peut-être Tatsunari, qui est un commandant basé sur les enchantements, qui en gros va vous permettre, à chaque fois que vous allez lancer un enchantement, vous allez drainer vos adversaires d'un point de vie. Vous gagnez un point de vie, les autres en perdent un, à l'aide d'un jeton grenouille que Tatsunari a créé. Et donc, vous lancez plein d'enchantements, vous drainez tout le monde de 1. Ça a pas l'air hyper puissant, très franchement. Mais en fait, quand je joue ce deck, il y a toujours ce moment où au tour 6, tour 7, on se regarde, on jette un coup d'œil au point de vie, et moi je suis encore à 35, et tout le monde est à 15. Malgré ça, bah, j'ai pas un board impressionnant, j'ai peut-être 3-4 créatures, 3-4 enchantements, rien d'oppressant en fait, mais je sais que, étant donné que j'ai bien brassé mon deck, parce que justement, les decks enchantement, c'est des decks qui sont capables de piocher beaucoup de cartes, d'assurer leur value à chaque fois. Il y a ce moment-là, en fait, où on se regarde, on jette un coup d'œil au point de vie. Je suis largement en tête, mais pourtant, sur le board, bah, je peux pas dire que je sois menaçant. Et en fait, le deck
Et je pense que c'est un des éléments très importants des decks qui veulent jouer justement en sous-marin, c'est que tu dois certes jouer une grosse quantité de cartes qui sont entre guillemets des cartes gentilles, des cartes de synergie, mais il y a un moment où tu veux avoir entre guillemets une petite bombe en main ou une condition de victoire très franche pour finir la table. Ça pour moi c'est vraiment le symbole, l'archétype même du jeu sous-marin, c'est rester tranquille pendant 7 ou 8 tours et avoir réussi à générer quand même cette présence sur le board pour ensuite finir tout le monde. Ouais, c'est intéressant. Cette façon de faire, elle a un gros avantage, c'est que déjà, tu t'exposes peu ou pas au removal adverse. Ce qui est intéressant en drainant les PV des autres, un petit peu à la manière d'aristocrate, c'est effectivement enlever 1, 1, 1, 1. Ça fait pas très peur, mais sauf que quand tu l'as fait 10 fois, au final, t'as enlevé 10 PV à chaque adversaire. Donc, en fait, tu grappilles, on ne voit pas trop. Les gens vont utiliser leurs ressources pour gérer entre eux. Et en fait, c'est une façon, pour le coup, la stratégie du sous-marin génère du card advantage. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'indirectement, ouais, carrément. C'est vraiment pas mal. Peut-être la façon encore plus deep de faire ça, d'être encore plus profond dans le sous-marin, c'est carrément aller dans un truc un peu contrôle, c'est-à-dire que laisser vraiment les gens se développer, et en fait, t'as la vrasse que t'avais au tour 3 dans ta main, là, et tu attends le bon moment, et bam, et là tu fais un CA monstre. Et du coup, automatiquement, sans forcément te projeter à la tête de la table, en fait, de façon discrète, tu l'es devenu, parce que certes, plus personne n'a vraiment quelque chose sur le plateau, sauf que finalement, si toi t'as gardé tes cartouches, c'est toi qui es au-dessus, quoi. Carrément, ouais, c'est aussi une superbe méthode. J'ai un autre exemple qui s'est développé en moi après quelques années de jeu. Je sais pas si toi, dans ton entourage, tu as déjà appris ou initié des joueurs à Magic. Moi, un des petits tips que j'ai tendance à donner aux gens quand je leur apprends à jouer, pas forcément en commandeur, hein, vraiment là je parle de... Tu apprends les bases de Magic à quelqu'un, c'est, voilà, tu as 5 mana, tu hésites entre 2 sorts. En général, tu vas souvent vouloir jouer le sort le plus coûteux, le plus puissant à un instant T pour imposer ta loi à ton adversaire. Je trouve que en commandeur, s'il y a bien un truc que j'inviterais les joueurs à oublier, c'est justement ce concept de vouloir faire le meilleur tour à un instant T, et en particulier en début de partie. Le côté mana efficient. Ouais, voilà. Le côté mana efficient, et même sans parler de mana, de mana efficient, regarde, une carte comme, tu sais, la nouvelle Elesh Norn, qui double chaque trigger d'arrivée en jeu, etc. C'est une carte que je l'ai vue, je l'ai achetée, elle m'a juste fait kiffer quand je l'ai vue, et en plus, elle s'est super bien serrée dans plein de mes decks. Mais l'erreur que j'ai souvent faite avec cette carte, c'est, écoute, je suis tour 5, je l'ai en main, je la joue. Ce qui arrive très souvent, c'est que si t'as pas un moyen de protection ou si t'as pas un moyen de tout de suite générer de la value avec Elesh, elle va juste se faire flinguer en fait. Elle va pas faire de tour de table, elle va juste disparaître. Et toi, tu seras dégoûté parce que t'as perdu la meilleure carte de ton deck. J'ai un autre exemple, tu connais sûrement le fabricateur de l'Académie. Cet artefact qui te permet, dès que tu crées un trésor, de aussi créer un indice et une nourriture, ou pareil, si tu crées une nourriture, en fait, tu fais les 3 d'un coup. Cette carte-là, à sa sortie, c'était une carte qui ne coûtait que quelques centimes. Puis plus les stratégies autour des trésors, des indices et des nourritures s'est développée, plus c'est une carte qui est quasiment devenue un second commandant, en fait, à partir du moment où tu la joues dans une stratégie trésor ou nourriture, ou indice. Cette carte-là, je me souviens qu'à l'époque, je la jouais dans un deck Galazet Prismari, justement basé sur le fait de créer plein de trésors, et tous ces trésors, tu vas pouvoir les réutiliser pour lancer des gros sorts, ou lancer plein de sorts en même temps. Très souvent, ce que je faisais, c'est que je jouais mon fabricateur de l'Académie au tour 3. Les gens connaissaient pas encore trop la carte, donc ils le laissaient vivre. Ensuite, j'enchaînais sur de la création de trésors, et en fait, le fabricateur me faisait générer
15 trésors, 15 nourritures, et tous ces petits jetons étaient synonymes de création de mana, du coup, grâce à l'effet de Galazet. Et en fait, c'était une carte qui snowball hyper vite, qui devient très rapidement ingérable. Le truc, c'est que depuis, voilà, j'avais fait ce deck il y a 2-3 ans, depuis, le fabricateur est devenu une vraie référence en termes de menaces dans les decks adaptés. Et typiquement, si tu la joues tour 3, maintenant, c'est une carte qui est à tuer obligatoirement. Tu ne peux pas la laisser en jeu. Les gens savent que c'est une carte qui peut te donner la partie, en fait, tout simplement. Et du coup, maintenant, là où c'était une carte que je jouais dès que je pouvais, désormais, c'est plutôt une carte que je garde pour la fin de partie. Quand j'ai vu que les joueurs autour de moi ont utilisé leur removal, commencent un petit peu à s'essouffler en termes de gestion, ou alors, lorsque j'ai suffisamment de mana pour soit la protéger, soit pouvoir enchaîner et profiter de son effet immédiatement, c'est dans ces moments-là que je me dis, ok, tu peux la jouer, mais tu vas la jouer du coup assez tard dans la partie, quoi. C'est très intéressant tout ce que tu me cites, parce que ça m'a immédiatement fait penser, tu sais, à ces commandants payoff qui, on a tendance à vouloir les jouer rapidement, parce que c'est un petit peu aussi le but du commandeur, c'est de pouvoir jouer son commandant, la pièce centrale de notre jeu. Et tous ces commandants payoff qui sont joués et qui, ils ont des effets très synergiques et potentiellement très forts, mais qui font pas grand-chose en réalité tout seuls. Et tu vois, typiquement, je pensais à... je vais citer mon deck loup-garou avec Tovolar. Tovolar est la pièce centrale du jeu parce qu'il permet à mes loups et mes loups-garous de me faire piocher quand ils contactent un adversaire. En réalité, si je le joue rapidement et qu'il prend son removal et que je dois derrière payer 5 pour le rejouer, je perds énormément de tempo. Alors 5, c'est pas le bout du monde, hein, mais quand on commence à parler de commandants potentiellement plus onéreux, je pense typiquement à aussi beaucoup plus chiant, hein, du type Tergrid, qui est un commandant autour de la stratégie discard et sacrifice, enfin sacrifice des créatures adverses. Typiquement, ça fait partie des cartes que quand tu vois sur la table, tu veux les virer direct, parce que si le joueur arrive à générer une synergie immédiatement, c'est potentiellement game over. C'est pour ça que typiquement ce commandant-là, Tergrid, je pense pas qu'il faille le jouer on curve. Au contraire, je pense que pareil, c'est un commandant que tu veux jouer plutôt fin de partie, ou en tout cas milieu de partie un peu poussé, quoi. Parce que tu veux soit avoir les ressources pour le protéger, pour qu'elle fasse le tour de la table, soit alors tu veux avoir les ressources pour enchaîner avec un autre spell directement, et du coup déclarer une synergie directe. Et du coup, rester dans le tempo de la partie. Complètement, d'où l'intérêt justement dans ce genre de deck. On est plus sur le deck building là pour le coup, mais aussi pouvoir s'assurer, une fois que ton payoff principal est en jeu, tu parles de Tergrid, mais il y a tellement d'autres exemples de commandants qui sont, moi je les appelle un peu les épouvantails, tu vois, enfin c'est des commandants, tu le laisses un tour, tu ne peux pas te permettre de le laisser survivre plus d'un tour, parce que sinon, en fait, c'est tout ou rien en fait avec ces commandants. C'est soit ils arrivent, tu les gères, et leur possesseur, enfin en termes de tempo, est vraiment reculé, quoi, tu vois. Soit tu les laisses en vie un tour, et là, c'est quasiment game over, quoi. Et alors, il y a une autre façon au lieu de les gérer, il y a une autre façon de les concurrencer, c'est tout simplement faire la course en fait. C'est-à-dire, toi tu veux dégénérer, je vais dégénérer avant toi, et peut-être mieux que toi. À quel point tu penses que, à ton avis, est-ce qu'il vaut mieux retarder l'adversaire ou toi-même essayer de dégénérer? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je pense qu'il y a pas de bonne réponse à cette question-là. Je pense que ça peut tellement varier, surtout que à partir du moment où quelqu'un commence à dégénérer, il a tout de même cet avantage d'avoir commencé à dégénérer. Tu vois ce que je veux dire ?
Je pense que Ouais, le ouais, premier qui arrive à partir en sucette est souvent avantagé en fait. Si tu fais une course et que t'es le premier à partir, tu pars forcément avec un gros avantage. Je pense tout de même que c'est plus intéressant si tu es face à un joueur qui dégénère et que toi, dans ta main, t'as peut-être de quoi essayer de faire la course avec lui. Peut-être essayer de switcher, de pas partir sur cette course, mais plutôt de se dire, écoute, là en face de moi, j'ai un mec qui part en sucette, tout le monde le voit, donc si tu veux partir en sucette, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai 3 potes avec moi et on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte que tu ne dégénères pas, quoi. Parce que faut quand même se dire qu'on joue un format multijoueur et l'essence même de ce format, c'est que le joueur qui prend l'aggro, entre guillemets, qui prend le côté menaçant, eh ben, il va devoir assumer le fait d'avoir 3 adversaires qui vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais, je comprends bien. T'en penses quoi, toi? C'est une question difficile que tu m'as posée. Ouais, alors c'est une question difficile, mais elle est très très liée à l'intérêt des removals dans le format. De manière générale, je suis plutôt team faut être proactif. Donc je serais tenté de faire la course. Bien évidemment, c'est très dépendant de ta main. Hein. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une circonstance où toi-même tu as une synergie très forte à placer, ou alors un removal à casser et que potentiellement tu peux pas faire les deux. Donc d'où l'intérêt aussi de casser ces removals au tout dernier moment. Pour moi, les removals de manière générale, c'est des cartes joker à utiliser que quand tu risques de te faire shutdown, ou alors que quand un adversaire risque de dégénérer, mais dans l'immédiat. Donc il faut essayer de les préserver au maximum, parce que je suis complètement d'accord avec cette utilisation. Trop souvent, il y a j'allais dire un pass to exile, mais un sword to plusher qui part pour certes gérer un commandant et du coup faire perdre potentiellement 1 ou 2 tours de tempo, mais en réalité la menace est pas assez impactante et pas assez dégénérative pour employer ce sort. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense, je rajouterais qu'il faut être vigilant effectivement quand t'as un fabricateur de l'académie qui pointe le bout de son nez. Tu as l'alarme dans Metal Gear qui sonne. Donc, mais je pense pas qu'il faut le gérer immédiatement. Je pense qu'il faut le générer quand en fait il va potentiellement y avoir le trigger qui va se déclencher. Donc si toutes les pièces sont en place, effectivement faut le gérer rapidement. Mais si c'est pas le cas, s'il faut qu'une phase d'attaque se fasse, qu'il faut... attendons, parce qu'entre temps il peut se passer plein de choses. Je pense qu'il faut vraiment garder ses cartouches le plus longtemps possible. Complètement. Pour le coup, c'est vrai que je suis aussi partisan de la rétention de removal, spécialement pour la fin de partie. Et j'ai même parfois un petit peu tendance, quand je me retrouve autour d'une table avec des joueurs un petit peu débutants ou qui maîtrisent pas encore certains aspects de l'utilisation du removal. Parce que là, vraiment, je trouve que quand on parle de removal et de leur utilisation, on touche peut-être à un des éléments les plus compliqués à appréhender lorsqu'on est un nouveau joueur. Et j'ai tendance parfois un petit peu à grincer des dents quand il y a un removal qui est balancé, parce que beaucoup de joueurs ont tendance à mal évaluer le pouvoir qu'ils ont entre les mains, tu vois. Par exemple, j'ai un commandant assez gentil en jeu. Pour ceux qui connaissent, j'ai même fait une vidéo présentant ce deck-là. C'est Giza, meneuse de Ghoul, pour te donner un exemple. C'est une commandante, quand je la joue, très souvent j'entends « Ah ouais, mais c'est fort ça comme commandant !» Tu sais, au final, c'est juste une commandante qui va me générer 3 zombies par tour, pas plus. Elle te permet en fait, en sacrifiant une créature, de générer autant de zombies que la force de la créature que tu as sacrifiée. Donc c'est sympa, mais c'est pas menaçant en fait. Enfin, c'est pas, comment dirais-je, c'est un moteur comme un autre. Et trop souvent, il y a littéralement une semaine, ça m'est encore arrivé, on est tour 5-6, je suis bien installé, j'ai mes créatures, etc. Et au moment de claquer son removal, le joueur regarde mon board et il dit « Bah, tu sais quoi, je vais tuer ta commandante ». Le truc, c'est que juste à côté de ma commandante, il y avait une carte qui s'appelle Ayara, la première de Locthwain, qui était là depuis le tour 3. Et Ayara, à chaque fois qu'une créature noire arrive en jeu, elle draine tout le monde de 1. Et littéralement, Ayara a fait toute la partie. Et Ayara m'a permis de gagner la partie sans avoir eu à attaquer une seule fois.
C'est-à-dire que j'ai drainé tout le monde avec Ayara, et c'était elle le problème, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, trop souvent, les joueurs ont tendance, lorsqu'ils ne savent pas trop quoi remove, mais qui sentent que toi, tu es en train de partir en sucette, ben, ils tuent ton commandant. Et je trouve que c'est peut-être en soi un mauvais réflexe que certains joueurs peuvent avoir. Je sais pas quel est ton avis, si toi aussi tu as cette impression que les commandants ont peut-être parfois trop souvent tendance à jarter alors qu'ils sont pas spécialement menaçants à un instant T. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, selon les circonstances, bien évidemment, faut modérer mes propos, mais je pense que de manière générale, gérer un commandant, que ça soit en l'exilant ou le foutant au cimetière ou peu importe. Carrément. Ouais, en fait, tu fais pas à proprement parler du 1 pour 1. Parce qu'en fait c'est une carte qui va retourner en command zone et donc du coup qui va pouvoir être recastée. Donc en fait tu fais du 1 pour 0 en gérant ça. Donc si t'es sûr, enfin si ce n'est pas complètement immédiat, c'est-à-dire que la menace n'était pas immédiate et que ça pouvait te coûter la game, ça vaut très rarement le coup de le faire. Et après bon, il y a quand même certains removals qui sont spécifiquement dédiés au commandant. C'est pour ça que j'ai du mal à les considérer aussi comme vraiment des removals. Je pense par exemple à Song of Dryad, Oubliette, Emprisonné dans la Lune, et Insecte de son brassier. Ces cartes-là qui sont vraiment dédiées pour gérer le commandant de façon plus ou moins définitive. Ils n'ont pas du tout la même utilité pour moi qu'un removal. Eux, ils sont là pour faire perdre du temps aux gens. Et eux, pour le coup, font du vrai 1 pour 1, entre guillemets. Mais ça n'a pas la même utilité. Donc oui, je pense que gérer un commandant de façon un peu random, c'est une connerie. Faut être sûr de ce qu'on fait. Ou alors, dans ce cas-là, t'as, entre guillemets, removal infini. Et pourquoi pas, tu vois, enfin, en vrai, dans cette configuration, pourquoi pas. Je pense à des commandants, tu vois, qui vont pouvoir faire de la gestion. Donc là oui effectivement si ton commandant fait de la gestion de façon récurrente, ouais bah tu peux t'amuser à gérer ce que tu trouves menaçant parce que bah effectivement t'as un trigger et whatever, mais sinon en dehors de ce cas là je le ferai pas. Ouais, carrément. On partage cette vision de la chose. J'ai une autre question / exemple pour toi, parce que c'est un commandant, toi aussi tu l'as vu des dizaines de fois, j'en suis sûr, mais c'est un commandant qui, à chaque fois, le scénario se répète, et je sais pas quelle approche je dois avoir par rapport à ce commandant-là. C'est Prosper. Ah putain, je l'avais en tête. Ok, ouais. Pardon, t'as dit quoi ? C'est rigolo parce que j'ai failli dire Prosper à la place de Tergrid un peu plus tôt, mais le cas est encore différent. Vas-y, je veux bien que tu continues. En fait, donc pour rappel, Prosper, à chaque fois qu'on joue une carte depuis l'exil, on crée un trésor. Et à la fin de notre tour, lui-même nous permet d'exiler notre top deck qu'on pourra jouer. Donc déjà, le commandant payoff qui se nourrit de lui-même. Bref, en termes de design, on est vraiment sur un excellent commandant. Mais en fait, ce qui est assez marrant avec Prosper, c'est que littéralement, n'importe quel joueur Prosper qui a 4 mana va le poser. Et moi, jamais, jusqu'ici, je l'ai vu, je pense, une trentaine de fois ce commandant en jeu. Jamais un joueur, lorsque Prosper touche la table, ne le flingue. Et pourtant, à chaque partie, le joueur Prosper va être menaçant d'une manière ou d'une autre, parce qu'il génère tellement de value que, venu le tour 6, le tour 7, le tour 8, le joueur en question a 15 permanents en jeu, a 15 trésors de côté pour continuer à jouer des cartes. Mais en fait, ça, tout le monde l'a vu venir. Tout le monde sait ce qui lui attend, en fait, avec ce commandant-là. Mais je trouve que c'est typiquement le genre de commandant, étant donné qu'il prend quand même un petit peu son temps pour vraiment commencer à snowball et commencer à être vraiment très intéressant en termes de valeur ajoutée, étant donné qu'il y a ce petit tour ou ces 2 tours de mise en place avec Prosper, les gens ne s'en occupent jamais. Moi le premier, franchement, je pense pas avoir déjà claqué un removal sur Prosper. Peut-être que je suis inconscient, mais à chaque fois, ce commandant-là la structure de ce deck va faire que le deck marche, le deck est menaçant, et il y a toujours un moment où
tout le monde se dit mais comment est-ce qu'on va s'en sortir en fait? Et pourtant on l'a vu venir, tu vois, ce scénario. Je suis curieux de connaître ton avis là-dessus en fait. Alors, je joue Prosper, j'ai un deck Prosper. La vérité, c'est que je pense que ne pas le gérer, enfin, le gérer n'est pas une évidence et je pense pas que ça soit forcément nécessaire. Tout simplement parce que de mon côté, mon pack tourne complètement sans lui et avec lui, le deck est juste beaucoup plus fort. Comme tu l'as dit, il fait du card advantage, il fait une forme de rampe aussi. Il a toutes les caractéristiques en plus d'un commandant Storm. C'est-à-dire que tu vas jouer des sorts qui vont faire du CA Aussi, ouais. pour te générer du mana et ainsi de suite. Et donc du coup, virtuellement, tu peux arriver dans une configuration où tes sorts te coûtent plus ou moins un mana de moins parce que à chaque fois que tu vas en lancer un, tu vas générer un trésor. Est-ce qu'il faut claquer un removal instant sur Prosper? Pour moi, la réponse est non. Je pense qu'il faut juste être très bon et arriver à avoir un pouvoir d'analyse de table très haut pour sentir quand est-ce que ça va péter et quand est-ce qu'il va y avoir ton of value. Et typiquement, je sais pas, mais quand... putain, comment il s'appelle le sort, le rituel machin de Mizzix qui flashback et qui te permet de recaster tous les spells la de ton... maîtrise de Mizzix. Ouais, tout à fait. Quand ce truc-là est casté, et que t'as ton sort to plusher, oui, tu défonces Prosper, oui, effectivement. Mais à ce moment-là, quand tu sais qu'il va y avoir plein de sorts qui vont être joués et que faut essayer de lui casser la boucle, tu vois. Bon, l'idéal, c'est de counterspell, bien évidemment, mais Ouais. si tu as anti-bet en main, là, c'est le moment où il faut le gérer. Encore une fois, il faut garder sa cartouche pour le moment idéal, et là, effectivement, il va faire un trésor pour chaque truc qui va relancer depuis son cimetière, parce qu'il me semble que ça passe par les... t'en fais des copies, ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça fonctionne, peut-être que je dis une connerie, mais... Enfin, en tout cas, peu importe... Ça en fait des copies, et c'est des copies que tu lances. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est une bonne question. Parce que les copies sont lancées, mais oui. On peut prendre cette carte-là, comme on peut prendre n'importe quel sort qui fait, enfin tu vois, des rituels rouges qui te permet de lancer plusieurs trucs depuis l'exil en une seule fois. Il y en a plein. Mais voilà. En fait, c'est au moment où ça va dégénérer pour moi qu'il faut le lancer. En tout cas, moi personnellement, c'est le moment où ça m'emmerdera le plus. Parce que du coup, je prévois un peu le truc dans ma tête et je me dis voilà, si je sors là, de toute façon, je vais ton of value. Tu me défonces Prosper, potentiellement je gagne pas. Alors je vais faire ma ton of value, mais tu vas tu vas me saboter quoi. Donc c'est intéressant à ce moment-là. Ouais. En fait, Prosper gagne pas la partie par lui-même, donc toi tu serais plutôt d'avis de pas claquer de removal dessus. Ouais, après tu vois, je trouve que le niveau 2 de la question, c'est faut-il gérer Read Stick Study ou pas? C'est un petit peu la même question, parce que c'est une carte, elle va être là, elle va générer... Moi ça fait partie des cartes que j'appelle les petites roulettes. C'est ces cartes que tu poses les fameuses. Pour 3 et ça te met en avance. Et voilà, je joue hyper bien à Magic, j'ai engagé 3 lands, j'ai posé un enchantement. Et hop, personne me l'a géré, j'ai pioché plein de cartes, j'ai gagné, je suis trop fort à Magic. Typiquement, Study, faut-il gérer Study? Certains diront non, il faut payer la taxe. Moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que bien évidemment, ça dépend d'un contexte, mais est-ce que stratégiquement, il faut gérer Study? La question n'est pas forcément vite répondue. Je pense que ça dépend surtout de la position du joueur à la table. Ouais, carrément. Premièrement, connaître quel type de deck il joue. Si c'est un deck combo hyper agressif, hyper oppressant, et que tu sais que le mec va piocher 5 ou 6 cartes supplémentaires par tour, il faut peut-être gérer Ristic, parce que la partie risque de se terminer le tour d'après, quoi. Donc déjà, il y a cette donnée à comprendre. D'autant plus que généralement les decks qui jouent Ristic, en général, ce sont pas des decks Jank thématiques ours serpent de mer, quoi, tu vois. Non, ce sont des decks très oppressants. Donc ça, c'est une première donnée à avoir. Payer la taxe, soit on est sur un playgroup hyper responsable et tout le monde le fait,
Et dans ce cas-là, chapeau. Mais moi, à chaque fois que je suis dans cette situation, j'essaye d'inviter tout le monde à payer. Puis tu auras toujours, et je le comprends, tu vois, mais tu auras toujours un joueur qui va dire, bon ok, cette fois-ci je paye pas les gars. Puis du coup, le second va dire ça aussi, et au final tout le monde laisse tomber. Moi j'ai envie de dire, gérer Ristic, pourquoi pas. Mais peut-être même, allons plus loin, au lieu de gérer Ristic, ben, gérons le joueur qui joue Ristic. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis serait un argument de focus selon toi, du coup. Ouais, carrément. Carrément. Bah, tout à l'heure, on parlait de removal. Moi, il y a une expression que j'aime bien, c'est certes, ça arrive que tu n'aies pas de removal en main, mais par contre, il y a une option que tout le monde autour de la table a, en particulier les decks qui sont agressifs, qui s'installent bien, c'est les player removal. C'est-à-dire que si t'as pas de quoi gérer une menace, ben tu gères le joueur. Pour moi, un joueur qui a en jeu une carte qui littéralement va lui permettre de piocher une carte à chaque fois que je joue un sort, ouais, en fait, bien sûr que c'est un argument pour que je te focus. Je vois même pas où je veux pas faire le mec fermé d'esprit, mais si le mec râle, je comprendrais vraiment pas s'il râle par rapport à cette prise de position. T'en penses quoi, toi? Bof, je sais pas, je trouve que la carte est vraiment oppressante et qu'elle a pas ce truc-là de Prosper. Tu peux pas te dire, ah bah je vais la gérer quand ça va dégénérer. Tu peux pas éliminer la question comme ça. Et c'est ça qui me dérange avec cette carte. Oui, effectivement, si je peux lui mettre 4 points de dégâts... En fait, c'est simple, si j'ai 3 joueurs en face de moi qui sont plus ou moins d'une menace... une menace un peu semblable, si je peux placer 4 dégâts d'une créature, bon, j'irai taper celui qui a dit, hein, je suis pas fou. Par contre, ça fait une bonne transition à quel point la politique est une stratégie, à mon sens. Il y a des joueurs qui en sont des aficionados. Tu vois, tu parlais de proposer du coup à tes partenaires de jeu de payer la taxe, ou encore de focus le joueur de Studi. Typiquement, c'est de la politique. Je trouve qu'on n'est pas tous égaux face à ça, c'est-à-dire que notre personnalité, notre tempérament fait qu'on est plus ou moins à l'aise avec la pratique. Notre bagou, hein, tout simplement, c'est-à-dire que tu vas amener beaucoup mieux les choses. Typiquement, être convaincant en commandeur, ça a énormément de poids, c'est un axe hyper intéressant du format multijoueur. Ça pèse la politique. Est-ce qu'on peut baser une partie entièrement sur ça? À quel point ça peut te donner la victoire, tu penses? À quel point ça pèse? Ça peut carrément te donner la victoire. C'est une question très compliquée, je t'avoue. Je suis en pleine réflexion encore à partir du moment où on se la pose. Là, on est vraiment sur ce qui touche le côté intangible du format, tu vois. On parlait tout à l'heure en préambule du côté imprévisible. Justement, ce côté politique, c'est justement l'imprévisibilité incarnée du format, et c'est évidemment ce qui fait son charme. Comment utiliser la politique pour gagner des parties? En tout cas, moi, de mon humble point de vue, je dirais que il faut savoir, entre guillemets, respecter un peu sa réputation de joueur. Il faut assumer la personnalité qu'on a et la personne qu'on est si on veut utiliser de cette arme-là. Typiquement, moi, je pense être un joueur vachement objectif autour d'une table, dans le sens où, ouais, des fois, je vais inviter un joueur à focus un autre, je vais inviter quelqu'un à conclure un pacte avec moi, mais je pense vraiment, en fait, à un instant T, je suis le genre de joueur, je vais pas te mettre des couteaux dans le dos, je vais pas t'induire en erreur, je ne vais pas focus ton attention sur quelqu'un d'autre en me basant sur des raisons trop subjectives, en fait, juste pour me frayer un chemin et pouvoir ensuite jouer ma carte tranquillement. Ça, c'est vraiment pas le joueur que je suis. Et du coup, en tout cas dans mon playgroup, puis même quand je vais jouer en boutique, j'ai entre guillemets un peu cette réputation-là. Les gens savent que je suis un joueur fair, et donc les gens vont pouvoir avoir confiance en moi lorsque je les invite à faire telle ou telle chose. A contrario, je pense qu'on peut aussi parler des joueurs qui, justement, vont avoir tendance à utiliser de la politique de manière, entre guillemets, plus perverse, qui vont beaucoup râler lorsqu'on veut focus ou lorsqu'on veut cibler un de leurs permanents. Ces joueurs-là,
comment dirais-je, si tu fais ça une fois, bon, ça va passer. Si tu fais ça tout le temps, je pense que ce qui pourrait être un argument politique, ben, en fait, il est complètement annulé. Parce que, étant donné que tu râles et que tu te complains à chaque fois que quelqu'un ose regarder ton board, ben, ton argument politique, il a absolument plus aucun poids, tu vois. Et donc, ça va être compliqué d'utiliser cet argument-là pour ensuite gagner tes parties. Ouais, t'as trop crié au loup, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Effectivement, la technique du Calimero, ça a tendance à m'agacer. Et là, tu vois, pour moi, pour le coup, c'est un bel argument pour sortir le joueur, tu vois. Je fais, ah bah voilà, quand t'as 0 point de vie, au moins t'as plus rien pour râler, et maintenant tu... Hop. Et le mec avait pas de Ristic Study, hein, et il s'est fait ouais, sortir. Bah c'est pas grave. Moi, je rétablis la bonne humeur à la table, ça vaut le coup. Ouais, c'est aussi ouais, voilà. ça. Bon, après, ça reste quand même plus ou moins un extrême. Hein, c'est-à-dire que la politique, c'est plein de choses. Mais effectivement, tu m'as fait une belle transition. Il y a effectivement ce que j'appelle la stratégie du bouc émissaire, ou encore des fois de la mauvaise foi. Effectivement, ouais, mais je suis pas menaçant, j'ai que ci, j'ai que ça, tu vois. Alors que lui, il a quand même une de vol. Le vol, c'est fort. Hein. Le Stormcrow, la carte la plus forte de Magic. Mais cela dit, il y a des configurations où moi j'aime beaucoup faire ça. C'est quand je joue avec un ami à moi qui s'appelle Kiki, qui est vraiment genre, on adore se renvoyer la patate chaude. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est 4 à la table et nous deux on fait que se balancer des fions et on fait que essayer de convaincre. En fait, notre jeu dans le jeu, c'est d'arriver à convaincre les deux autres que c'est l'autre la menace. C'est-à-dire, moi je vais accuser Kiki, mais genre de tout et de rien, tu vois, et il va faire pareil. Et genre, c'est vraiment notre méta-jeu à nous, et du coup, c'est vraiment un délire. Mais en dehors de ça, ouais. Bien évidemment, je pense être... en fait, avec des joueurs très peu expérimentés, voire modestement, je vais effectivement analyser le plateau de jeu de façon récurrente, déjà parce qu'il y a un côté pédagogique, l'idée c'est de donner des leviers de compréhension, et plus je vais jouer avec des gens expérimentés, et plus je vais fermer ma gueule. Ne pas s'exprimer, c'est pas enfin à mon sens c'est pas de la mauvaise foi, hein. Et quand j'ai identifié un truc et que je vois que personne l'a capté, ou que je trouve que la menace est mal identifiée, effectivement je vais le relever, si c'est pas la mienne bien évidemment. mais voilà, avec des joueurs très peu expérimentés, je suis même capable de dire non ton removal il doit aller chez moi là. Ouais, carrément. Je me reconnais vachement là-dedans parce que ça m'arrive très souvent de jouer avec voilà, des nouveaux joueurs ou des joueurs qui ont peut-être pas non plus la tête à fond dans Magic. Si on pouvait avoir ce petit message, enfin si vous jouez avec des nouveaux joueurs, les gars, franchement, n'hésitez pas de temps en temps à leur dire. Les mecs sont sur le point justement d'utiliser leur removal sur un commandant parce qu'ils trouvent le commandant un peu fort. N'hésitez pas à revenir sur le play et leur dire, ben les gars, honnêtement, tu connais peut-être pas cette carte-là, tu connais pas ce fabricateur, tu connais pas ce Corvold. Ça, si tu t'en occupes pas, ça va partir en sucette. Et même si c'est sur votre propre board, j'ai envie de dire, si au final vous arrivez à remporter la partie, ce sera encore entre guillemets plus glorifiant. C'est-à-dire que vous avez donné les clés à votre adversaire, mais vous avez quand même réussi à gagner, tu vois. Donc, si on peut avoir ce petit message, quand il y a du novice ou du joueur débutant, encore une fois, on reparle de removal, on en aura beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est un des éléments clés stratégiques de ce format, parce que en plus, on joue des decks qui sont la plupart du temps peut-être sous-fournis en termes de removal. Je sais pas pour toi, mais il y a souvent ce chiffre, oui, il faut essayer de jouer une dizaine de removal dans ces decks. Une dizaine, ça reste assez peu sur un deck de 100 cartes. Donc ils sont vachement précieux, il faut faire vachement gaffe quand on les utilise. Je suis bien d'accord avec toi. On a évoqué un peu plus tôt, j'ai évoqué un peu plus tôt, les decks qui cherchaient à jouer un peu tout seul. Il y a tout un pan de ce format où il y a des decks qui ont des stratégies qui peuvent pas se permettre de
de là jouer sneaky. Je parle potentiellement à des trucs très agressifs ou des trucs type Voltron, tu vois, typiquement jouer sneaky Voltron ou je vais revenir sur Tovolar, tu vois. Le deck, le commandant, à mon avis, le jouer long game, c'est compliqué. Les couleurs le permettent difficilement, le commandant le permet pas. Du coup, typiquement, c'est plutôt des decks qui vont être all-in. Et tous ces decks all-in, stratégiquement à la table, ça va être très très dur de faire de la politique avec. Parce que si tu veux générer de la ressource, faut être agressif vite. Les 4 premiers tours de la partie, c'est toi la menace, tu vas devoir l'assumer. Comment ces decks-là, ils peuvent exister? Comment tu te comportes à la table quand tu joues ce genre de stratégie? Alors là, ça devient hyper intéressant. Je t'avoue que... Alors, moi, j'ai pas forcément de deck aussi agressif que ça, donc j'ai pas de point de comparaison immédiat. Par contre, comme tu l'as très bien noté, déjà, il faut se partir sur un mindset où t'auras pas d'amis, t'auras pas d'alliés, t'auras quasiment pas de possibilité d'avoir ce côté un peu sous-marin. L'aggro, c'est toi qui vas l'avoir. Donc, comment est-ce que tu mets toutes les chances de ton côté pour aller jusqu'au bout? Avec ces decks-là, je dirais qu'il y a peut-être une chose que les joueurs de Magic en Commander en général, c'est un petit peu comme une sorte de tabou, c'est le fameux player removal. Pour moi, c'est vraiment la clé de ce genre de deck qui se veulent très agressifs, oppressants en termes de combat et de pression sur les points de vie, tu vois. Je vais te donner un exemple, tu me diras un peu ce que t'en penses, parce que c'est quand même toi qui as l'expérience avec ce genre de deck. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait une partie avec un ami, Hugo, que je salue. Hugo, il jouait un deck Bess. Bess, c'est une commandante qui prend un marqueur +1/+1 à chaque fois qu'une créature ayant une force de 1 arrive en jeu sous ton contrôle. Donc forcément, tu vas en jouer plein, tu vas générer plein de jetons. Et quand Bess attaque, toutes tes créatures gagnent l'équivalent de force de Bess. Donc très très rapidement, en fait, tour 5, le mec a sa Bess qui est à 10 de force, et accompagné de ça, il a 7 ou 8 créatures qui du coup, en attaquant, ont aussi 10 de force. Personne a réussi à gérer Bess, parce que c'était elle la clé du problème, et donc il entre en phase d'attaque. Et Hugo, en fait, il a quand même un style de jeu qui est assez propre à lui, et moi ça m'a pas du tout surpris qu'il fasse ça. Lui, comme il dit, il spread the love. C'est-à-dire qu'il va pas se focus sur un seul joueur, il va en fait distribuer un petit peu tout autour de la table. Donc toi je t'envoie 2 10-10, toi je t'envoie 3 10-10, et le dernier joueur je lui en envoie 2 aussi. Donc en fait tous les joueurs ont pris 20. Moi je dirais que ce play-là c'était... c'est facile de dire ça maintenant, mais je dirais que c'était une erreur. Parce que, au final, qu'est-ce qui se passe à la fin de ta phase de combat? Ok, t'as réduit de moitié les points de vie de tous les joueurs, mais t'as toujours 3 joueurs en vie, et t'as toujours 3 joueurs qui veulent ta peau. Et au final, ce qui devait arriver arriva. On a survécu un tour. Un d'entre nous a pioché un board wipe. Le board a été rasé. Le truc, c'est qu'il y avait 3 joueurs, dont moi, avec un total de points de vie très bas. Et quelqu'un, c'était moi en l'occurrence, a réussi à en profiter. J'ai réussi ensuite à repartir, à tuer toute la table et à finir Hugo qui avait encore pas mal de points de vie. Pour moi, le player removal, donc le fait de tuer un joueur, il faut l'assumer. Tu vois, quand tu joues ce genre de deck, il faut pas avoir peur de sortir un joueur. Je sais que beaucoup de gens seront pas d'accord avec ça parce qu'on joue un format qui est chill, on joue un format qui est good vibe, on veut jouer ses sorts, on veut jouer ses cartes, on veut prendre tous du plaisir. Mais il y a quand même des decks et des situations où en fait ton deck te laisse pas le choix. C'est un peu une course contre la montre. Tu sais que tu vas être la cible à abattre. Donc ce troll à 3 têtes, en fait, à partir du moment où tu tues un joueur, c'est plus qu'un troll à 2 têtes, puis ensuite, etc. Et c'est cette course contre la montre qu'il faut assumer, et il faut absolument pas avoir peur en tout cas avec ce style de deck-là, de sortir quelqu'un. Et je suis très intéressé de savoir ce que tu en penses, parce que comme je dis, moi je joue pas de deck actuellement ayant ce mood-là. Toi c'est ton cas, donc je suis drôlement curieux de connaître un peu ton approche. Alors je pense que tu as donné une grosse clé. Hein. Typiquement, le cas de ta game avec ton ami Hugo, effectivement je pense qu'il a fait le mauvais choix.
je suis très souvent dans cette situation où en fait j'ai un cas de conscience qui se pose, qui est de est-ce que je veux une partie où effectivement tout le monde va prendre du plaisir, ou alors je sais que le bon choix tactique c'est de sortir un cum, parce que ça va diminuer d'un tiers les chances de removal, bref ça va diminuer les menaces d'un tiers. Je pense que c'est le bon choix optimal. Après, ça dépend du mindset de la partie. Tu vois, encore une fois, si je joue avec des joueurs qui sont peu expérimentés, je vais laisser traîner. Ouais. C'est pas très grave. Parce que je suis là. Enfin, je suis là aussi pour potentiellement être écuyer, et du coup, il y a un intérêt, un autre intérêt subsidiaire à ce que la partie se déroule. Si en face de moi j'ai des gens un peu plus confirmés, je les défonce. Je les défonce sans état d'âme. Et il aurait dû nous défoncer, Hugo. Ouais. Mais dans cette config-là, en fait, soit tu vas chercher potentiellement à trouver un sort de protection. Je pense à une intervention, intervention héroïque, protection de Teferi, ce genre de choses. Parce que tu sais que le tour de table il va être pour ta gueule. Soit il y a une autre option qui est de créer un plafond de verre. C'est-à-dire que tu as tellement d'écart que tu veux conserver, tu veux conserver cet écart parce que perdre du tempo, c'est perdre la partie. Typiquement, se faire vrasser dans cette configuration-là, ça peut être synonyme de perdre la partie parce que ton deck est tellement all-in que perdre cet écart, c'est la merde. Je pense à des trucs... Des trucs pas gentils, mais typiquement prendre entièrement l'aggro, et claquer un Armageddon derrière, hop, personne n'a de terrain, et je sais que j'ai créé le plafond de verre qui va être difficilement dépassable, et que derrière je vais pouvoir vous drainer pendant 4-5 tours suffisamment pour tuer 1, 2, 3 joueurs. Jouer par Armageddon, c'est pas bien. Mais j'ai dit Armageddon, mais en réalité, je pourrais dire d'autres choses. Ça peut être des pièces de soft stacks, ça peut être d'autres trucs. Mais l'idée, c'est de conserver ce plafond de verre le plus longtemps possible. Enfin, de conserver cet écart via un plafond de verre le plus longtemps possible. C'est une stratégie que j'ai du mal à produire sans jouer des cartons de fer, malheureusement. Du coup, je suis parti sur l'autre côté de la force, qui est de jouer des sorts de protection. Ouais, carrément. Et de sortir les joueurs un par un. Carrément. Vraiment, quand il y a une vrasse qui est sortie et que derrière, t'as le bon sort de protection au bon moment, c'est cool parce que une vrasse, ça peut coûter cher en mana, surtout quand elle est jouée mid-game. Du coup, ça va te faire survivre potentiellement le tour suffisant pour arriver à sortir au moins un autre joueur. Carrément. Et du coup, comme ça, enlever des tiers de menace à chaque fois. Moi, je la jouerais plutôt comme ça. Après, voilà, si vous jouez tous avec des decks d'enfoirés, jouez Armageddon. Mais... Ouais, ça m'intéresse beaucoup ton avis, et en plus... Là, je réfléchis un peu, je regardais mes decks, et en fait, j'ai peut-être un deck qui se rapproche un peu de cette stratégie-là, très créatureux et vraiment énormément basé sur la phase d'attaque. C'est un deck équipement, Boros, Akiri. Akiri, en fait, elle te permet de piocher une carte quand tu attaques un adversaire avec une créature équipée. Et en plus, elle a une petite capacité de protection. Pour un blanc, tu déséquipes, et ta créature gagne l'indestructible. Et en fait, ce deck-là... c'est un de mes plus vieux decks, et au début j'avais beaucoup de mal à jouer ce deck là parce que je m'étais dit je vais jouer des gros équipements, des grosses créatures, et en fait de par son côté agressif, tu sais, c'est typique Boros en fait, tu ne te fais pas d'amis autour de la table car tu passes ton temps à attaquer les autres, donc forcément tu as beaucoup de removal que tu vois passer sur ta gueule, d'où l'importance d'avoir des sorts de protection. Mais il y avait un truc assez marrant que j'ai remarqué avec ce deck avec le temps, c'est que j'ai jamais de créatures pour bloquer, car elles sont toujours engagées parce que j'ai envie d'attaquer avec, pour piocher des cartes. Et du coup, pas de bloqueur, gros problème, parce que même si le deck peut aller vite, c'est pas non plus un deck qui prend à la gorge. C'est un deck qui a besoin d'attaquer, mais qui n'est pas forcément le plus oppressant.
Et la solution que j'ai trouvée pour parvenir à ce problème, c'est déjà premièrement un équipement, le forgeur de soleil, que j'adore, qui te permet en fait, une fois équipé, d'aller tuteur des éphémères. Donc ça peut être des sorts de gestion. Mais un truc que j'aime beaucoup, c'est justement les fameux sorts de protection et parfois même les fogs en fait que tu peux aller chercher. Dire, ben voilà, ta phase d'attaque, elle ne m'infligera 0 dégâts, j'ai pas de bloqueur, bah ça tombe bien. Il y a aussi la maîtrise de l'art de la guerre que j'aime beaucoup. Tu sais, pour 4, c'est toi qui choisis quelles créatures vont attaquer et quelles créatures vont bloquer pendant le combat. C'est un sort hyper intéressant pour rediriger des attaques, qui peut être à la fois utile pour empêcher les autres de bloquer, mais aussi les empêcher de t'attaquer. Donc vraiment, je suis carrément d'accord sur cet aspect, privilégier la protection dans ce genre de deck. Et tiens, j'ai même une autre question, les removals dans ce genre de deck. Quelle est ton approche? Est-ce que tu en joues beaucoup? Est-ce qu'on pourrait même peut-être faire l'impasse sur les removals dans ce genre de deck? Parce qu'en fait, tu sais que c'est toi qui va dicter le tempo, c'est toi qui va être la menace. Au final, tu vas pas avoir forcément besoin de faire de gestion. Oui, très bonne remarque. En fait, le problème de ces decks-là, c'est qu'ils veulent beaucoup de choses. Ils ont besoin de beaucoup de slots différents. Déjà, comme on disait, les sorts de protection, ils vont prendre de la place. Tu vas vouloir générer du CA pour pas t'essouffler, donc piocher des cartes, ce genre de choses. C'est pas forcément le genre de deck où tu as forcément besoin de beaucoup de mana, parce que ramper, c'est plutôt des stratégies de mid-endgame. En tout cas, tu investis dans le mid-endgame, donc ok. Tu peux enlever potentiellement et théoriquement les slots de rampe, mais quelle place prennent les removals là-dedans? Si tu arrives à trouver des removals synergiques avec ta stratégie, bah, effectivement tu vas vouloir les jouer. La question n'est pas évidente. Je pense que la meilleure réponse, c'est gérer les joueurs. Encore une fois, ça diminue le nombre de menaces, tout ça. On en revient à ça. Ouais. Je pense que voilà, si tu as des removals synergiques, il va falloir les jouer. Typiquement, je vais continuer avec cet exemple, mais typiquement avec le deck Tovolar, que j'ai appelé Tovolar Tricks Fighter, je joue des tricks de combat, mais parce qu'ils ont une double utilité. C'est parce que si l'adversaire va vouloir bloquer, ils vont servir entre guillemets de removal, et en fait ça va être des tricks de combat qui vont souvent me donner des capacités d'évasion suffisantes pour trigger Tovolar, et du coup piocher une carte, donc en fait les remplacer. Je considère ces tricks de combat dans mon deck comme entre guillemets des sorts de gestion, mais des mauvais sorts de gestion, mais des mauvais sorts de gestion qui me coûtent pas de CA. Donc voilà, c'est un peu... Ouais, c'est ça qui se recycle en fait. Ils vont se recycler, l'idée c'est que voilà, pour 1, ça va gagner... je dis des conneries. Ouais, plus X, le piétinement, un petit marqueur +1, histoire de passer. Ouais... typiquement là pour le deck que j'ai récupéré de Ixalan, des cavernes oubliées d'Ixalan, Dresmo Ears, qui est un instant rouge pour un rouge, qui va donner +2/+2 et piétinement, et quand ces créatures infligent des blessures de combat, un joueur destroy target artefact que le joueur contrôle. En fait, tu vois, typiquement, là en fait, je vais attaquer avec mon loup. Je t'attaque avec mon loup de 2. Tu peux le bloquer. Mais a priori si je fais une attaque défavorable, tu te doutes que je vais avoir une réponse, donc soit tu me laisses passer et je pioche une carte, soit tu décides de bloquer, je vais jouer un tricks de combat, non seulement il va passer et potentiellement survivre et me faire piocher, mais en plus Dreadnought Ears, derrière il va servir à gérer un artefact en plus. C'est hyper bien vu. Donc là j'aurais carrément fait du 2 pour 1 dans cette stratégie. Voilà. Après, le gros inconvénient de jouer des tricks de combat, c'est que tu ne choisis pas ce que tu gères. C'est l'adversaire qui va choisir ce que tu vas gérer ou pas. Mais ça reste dans cette mentalité offensive synergique. C'est-à-dire que, ok, je ne choisis pas ce que je gère. Par contre, toi, je vais te gérer. Carrément. C'est hyper bien vu. J'adore l'idée, en tout cas. C'est un des trucs les plus compliqués. Comment est-ce que tu fais synergiser ton deck avec le côté interactif du jeu? Je l'ai jamais vu jouer ton deck, mais je pense que je serais bien curieux de le voir jouer. Ça a l'air hyper intéressant, cette approche-là. Voilà, après,
Est-ce que je jouerais toi, tu l'as trouvé aussi, hein, la synergie Forgeur de Soleil, ça rend complètement la stratégie. En plus, tu vas pouvoir chercher le removal adapté à la situation. Alors, ça peut être un removal, ça peut être une fog, ça peut être plein de choses. Non, il faut... en fait, je jouerais très très peu de removal dans ces stratégies-là, en dehors des removals stratégiques, où effectivement, de toute façon, comme ces slots vont combler d'autres slots, ton removal ne va pas qu'être un removal, il va être autre chose. J'en parlais dans une de mes vidéos, Commander Theorycraft. Tes cartes, elles ont un rôle, et plus elles vont avoir de rôles différents, plus elles vont être adaptées à plein de situations. Tu vas gagner en polyvalence. Si ton removal est un removal strict, donc que tu joues, je sais pas, Assassin's Trophy, et que ce n'est que un removal, en fait, il va pas être si polyvalent que ça va être juste effectivement une balle dans ton chargeur que tu vas essayer de placer au meilleur moment. Mais elle va pas t'aider à avancer dans ton pack. Donc dans une stratégie all-in purement agressif qui essaie de faire des trucs tôt dans la partie, est-ce qu'un removal c'est vraiment une carte de début de partie ? Pour moi la réponse elle est non. Un removal, tu vas pouvoir le placer au dernier moment, au moment où le plus risqué, et t'es pas à cette étape-là. Enfin, c'est pas ce que ton deck veut faire. Donc, je pense pas que les removals neutres comme ça soit très pertinent. Tout à l'heure, on évoquait un peu de la politique. J'ai envie de revenir dessus, et notamment sur des mécaniques telles que le monarque, parce qu'après tout, c'est ton pseudo. Tu vois, il y a plein de configurations où tu vas laisser un adversaire potentiellement te taper avec une petite bête, tu vois, pour qu'il récupère le monarque, pour attendre potentiellement qu'il te retende la main. J'ai un deck qui est basé quasiment entièrement sur ça. D'ailleurs, c'est plus ou moins quelque chose qu'on partage, c'est-à-dire que c'est un deck Azorius basé autour de prendre l'initiative. Donc, moi aussi, sauf que moi aussi... Blablabla. Moi aussi j'ai ce genre de deck, mais je le joue avec Brago parce que je vais essayer de blinker des trucs qui font prendre l'initiative. Pas que, hein, je joue aussi d'autres cartes qui, en arrivant en jeu, donnent potentiellement des tokens à l'adversaire. Et l'idée c'est de donner plein de trucs aux adversaires, de ressources et tout ça, et pour essayer de favoriser le fait qu'ils se tapent entre eux. Et essayer quand même moi de mettre un cocon où je suis à peu près safe, typiquement avec des cartes qui disent on peut attaquer que dans le sens des aiguilles du monde, ce genre de choses. À quel point tu penses que c'est viable, et pour le coup au même titre que des decks type groupe Hug, à quel point on peut espérer gagner avec ce genre de deck ? On parle vraiment de ce côté monarque, initiative, encourager le combat. Elle va dans ce sens-là ta question ? Pas forcément, mais j'évoquais plus, tu sais, cette position où t'essayes de... Faut que je trouve mes mots. Ouais, le fait de donner de la ressource aux autres, etc. Comment est-ce que ça peut t'emmener vers la victoire ? Ouais, voilà, enfin, que ça soit en donner ou potentiellement en laisser, tu vois, c'est-à-dire faire un deal. Écoute, je pourrais te faire ça, je te le fais pas. Et est-ce que derrière, à quel point on peut arriver à en tirer quelque chose pour arriver à gagner ? Est-ce que à quel point c'est fiable ? Enfin, tu vois, typiquement jouer un deck group hug, toute la stratégie autour de group hug. Si vous jouez group hug et que vous n'avez pas la volonté de gagner, ça me dérange un peu. Ouais, carrément. Parce que je pense que comme il faut rester vers cet objectif, là, malgré que l'amusement pour moi prévaut. Mais pour que la partie soit saine, je pense qu'il faut quand même que le deck group cherche à gagner d'une manière ou d'une autre. Mais à quel point on peut espérer tendre vers la victoire avec ce genre de stratégie ? À quel point est-ce qu'on peut espérer ? Alors, pour ce qui est des stratégies un peu group hug comme ça, je pense qu'il faut avoir quand même en fin de partie des grosses bombes de prévues. En fait, la stratégie group hug, certes, tu vas te faire des amis, certes, tu vas jamais prendre l'attention de tes adversaires. Comment est-ce que tu capitalises là-dessus ? C'est là que tout réside l'intérêt et le côté hyper intéressant de ces decks lorsqu'on les construit.
En plus, c'est vachement, comment dirais-je, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les sous-marins, qu'en fait, le groupe Hug, c'est au final un sous-marin qui va vraiment prendre son temps, qui va faire en sorte que la partie dure beaucoup de temps, mais qui en fin de partie va avoir sa grosse bombe pour, je sais pas, voler des permanents adverses, ce genre de très gros sort qui donne une nouvelle dimension au deck et qui là, tout d'un coup, en fait, c'est plus un deck groupe Hug, c'est un deck hyper menaçant dont t'as envie de le gérer, sauf que le mec a généré tellement de value lui aussi que ça devient beaucoup plus compliqué. On parlait aussi du côté monarque, initiative. Ça, ce sont des mécaniques que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup jouer dans les decks qui vont parfois avoir un peu de mal à finir les parties, justement. Pourquoi ? Je me suis fait la réflexion, et tu te l'as peut-être aussi faite dans ton deck Azorius. La combinaison de couleurs Azorius, c'est en termes de value, c'est super, en termes de gestion, c'est hyper fort, c'est une référence. Le gros problème de ces decks-là, c'est que en dehors des combos infinis qui tuent tout le monde en même temps, ça peut être parfois très compliqué de tuer tes adversaires au combat. Et ma réflexion, ça a été, si je rajoute des cartes qui mettent le monarque, qui mettent l'initiative, on va avoir du coup ces mécaniques-là qui vont forcer, enfin non, elles ne forcent pas, mais elles encouragent très grandement les autres à s'attaquer. Alors ça va être parfois pour des quantités de dégâts assez rédhibitoires, mais au final, ça va être 2 points de dégâts par-ci, 3 par-là, 5 par-là. Il y en a parfois qui va récupérer le monarque pour une grosse claque à 10. Et en fait, indirectement, ça aide ton deck à avancer sur ce total de points de vie. En plus de ça, l'initiative, j'en ai longuement parlé récemment dans une de mes vidéos. L'initiative, si tu arrives à arriver jusqu'à cette fameuse dernière étape qui te permet de tuteur parmi ton top 10, une créature que tu joues gratuitement avec défense tale et plus 3/+3, vraiment, moi, à chaque fois, j'arrive à trouver un truc hyper fort et ça met en plus dans une position hyper favorable. Ces mécaniques, elles ont un peu ce double pivot. C'est à la fois très fun, mais si tu arrives à les exploiter pour faire en sorte que ta stratégie est plus fiable, car indirectement, elle diminue le total de points de vie adverse, c'est vraiment là qu'elles deviennent hyper intéressantes. J'aime bien ces decks-là parce qu'il y a un côté... mes autres partenaires de jeu sont des ressources et en fait, je vais leur donner envie effectivement de s'attaquer entre eux. Je vais leur faire des cadeaux, notamment... J'aime pas trop les cadeaux unilatéraux, des cadeaux qui se font à tout le monde sur la table, mais j'aime bien choisir à qui je fais des cadeaux. Et il y a un côté où je mise sur la bonne volonté des gens et aussi leur capacité à tenir leurs engagements, tu vois. Essayer de créer des liens d'amitié dans le jeu. Et du coup, donner des cadeaux, surtout à ceux qui sont un peu en retard et tout ça, de façon à ce qu'ils s'engagent et effectivement aller taper les autres et tout ça. Il y a même des fois, je laisse les gens prendre l'initiative ou le monarque parce que je sais que derrière, ça va donner envie aux autres de le taper. Je fais oui, il n'y a pas de souci. Tiens, vas-y, prends, il n'y a pas de souci. Bah, bien sûr, je vais te laisser passer, pioche. Ou même des fois, je lui dis, vas-y, attaque-moi, comme ça tu pioches une carte. Et parce que je sais derrière qu'il va se faire défoncer vers la table. Et ça me fait trop plaisir. C'est un peu sneaky, mais c'est de bonne guerre. Ouais, c'est hyper marrant. J'ai un exemple... vas-y, enchaîne sur ton exemple. J'ai un exemple hyper marrant. Un jour, j'ai rencontré un mec qui avait un deck, tu sais, Reine Marchesa, donc le symbole ultime de la mécanique du monarque. Et en fait, il a bâti son deck vraiment autour de la politique, vraiment un deck hyper bien pensé. Et il me disait, dans son deck, il se débrouille souvent pour faire en sorte que le joueur qui joue juste après lui, à ce joueur-là, il va lui donner des petites 1-1. Tu sais, par exemple, avec le terrain que tu engages et qui donne une 1-1 à un joueur de ton choix, tu vois, il joue plein de cartes comme ça, il le donne toujours au joueur qui a juste après lui, et à chaque fois, il va lui dire « Vas-y, tu sais quoi, j'ai des bloqueurs, mais pour 1, je te donne le monarque. » En fait, dans le résultat, lui, il a perdu 1,
Mais en fait, du coup, tous les autres, ils vont se disputer le monarque, parce qu'en plus, enfin, vraiment, le monarque au-dessus d'une table, c'est assez marrant, parce que vraiment, les gens se disputent pour l'avoir, et du coup, ils vont se coller 3, ils vont se coller 5, ils vont se coller 7. Et en fait, le monarque fait toujours tout le tour, sauf que lui, quand il donne son monarque, c'est toujours pour 1. Donc, d'une certaine manière, il est toujours gagnant dans l'histoire, en tout cas en termes de points de vie. Ouais, ça me fait penser à une carte parce qu'il y a tout, il y a tout de ce que tu décris dans cette carte-là. C'est le fantasme au rabais. Est-ce que tu joues cette carte dans ton deck Azorius ? Non. Non. Je vais aller me la Google d'ailleurs. Je vais décrire cette carte pour les auditeurs. C'est une 4-6 pour 3, bleu esprit. Elle ne peut pas être bloquée. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on va créer 5 jetons gobelins et on va les donner à un adversaire. Et en fait, elle est absolument géniale dans ce deck, parce que non seulement tu peux t'amuser à la blinker, et du coup, dire « Ah ok, j'ai donné 5 gobelins à lui, maintenant je vais les donner à lui parce que c'est lui qui est le plus en retard », ces choses comme ça. Non seulement ça donne des bloqueurs, ça donne des attaquants, et en plus lui-même ne peut pas être bloqué, donc lui peut aller chercher le monarque ou l'initiative absolument comme il veut. Je trouve la carte absolument géniale, c'est une de mes cartes préférées de mon deck. Et si t'as l'occasion de la tester, fais-le. Moi je me régale. Ça a l'air hyper intéressant, ouais. Et même, j'avais vu ta decklist, je l'avais vu passer, et j'avais pas vu la carte sous cet angle-là. Mais ouais, carrément, hyper cool ce choix de carte. Et dans le même genre, une carte qui fait partie du même cycle et que vous pouvez complètement intégrer à vos decks Queen Marchesa, tu vois, c'est l'horreur au rabais. Pour 2, je crois que c'est une 8-8 piétinement, c'est pareil, elle donne 2 tokens centaure 3-3 à un oppo. T'as la rouge, c'est un dragon, elle va donner des chevaliers à l'oppo, mais elle a le vol, donc du coup pareil, c'est intéressant. En gros, à peu près tout le cycle, sauf peut-être le vert qui est un peu relou, qui est moins intéressant je trouve, mais tout le cycle peut vraiment être cool dans cette stratégie un peu politique. J'aime beaucoup ces cartes qui donnent des atouts à un adversaire, et du coup c'est un bon deal parce que lui il est en confiance. Voilà, vous avez entre guillemets, vous pouvez conclure un pacte de non-agression. Et derrière, quand même pour 3, tu donnes 5-1-1 que tu vas essayer d'orienter contre les adversaires, quoi. Donc tu te crées un allié de circonstance et c'est vraiment hyper fort. Complètement, ouais. Ok, et écoute, là ça fait un petit moment qu'on enregistre, on est presque à 1h30 de record. On est dans la moyenne. Hein. Tout à l'heure, j'ai regardé... Ouais, on est dans la moyenne, parfait alors. Du coup, on passe un petit peu en outro, et si tu suis un peu l'émission, tu sais ce que je vais me demander normalement. Ouais. Est-ce que tu as une œuvre culturelle à partager avec les auditeurs ? Ouais, une œuvre culturelle, est-ce qu'un jeu vidéo rentre dans la catégorie ? Bien sûr, bien sûr. Ok, du coup, c'est d'un jeu vidéo dont j'avais envie de te parler. Non, ça va pas être de Baldur's Gate 3 dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Non, moi j'avais envie de traiter ce que j'appellerais peut-être un de ses ancêtres. Il s'agit d'un jeu sorti en 2010, il me semble, qui s'appelle Dragon Age Origins. Alors Dragon Age Origins, comme Baldur's Gate, c'est un RPG. Le jeu en fait se déroule dans le royaume de Ferelden, donc c'est en fait un royaume qui est en proie à de nombreuses tensions politiques. Son roi vient de mourir dans d'étranges circonstances, on va dire. Le peuple est divisé entre les hommes, les elfes et les nains qui ne traitent quasiment plus ensemble, sans parler des mages qui n'est pas une ethnie à proprement parler, mais qui vit aussi en décalage de la société et qui se concentre surtout sur son propre pouvoir en fait. Bref, c'est la... Ouais, qui est une sorte de faction même. Ouais, voilà, carrément. C'est dans le jeu, en fait, quand on crée son personnage, on peut choisir sa race, et quand on choisit d'incarner un mage, on a une tranche d'histoire complètement à part entière en fait, parce que, comme je te dis, les mages ont leur propre lore, comme les nains ont le leur, comme les elfes ont le leur. Bref, c'est la merde à Ferelden, et pour couronner le tout, le royaume est menacé par le retour de l'engeance, qui sont des créatures maudites et qui grossissent, leur rang grossit de jour en jour, et elles sont menées par ce qu'on appelle l'archidémon. Donc c'est une sorte de dieu maléfique qui prend l'apparence d'un dragon.
Donc ce jeu, déjà à l'époque, il avait fait alors peut-être pas un boom aussi retentissant que Baldur's Gate a pu le faire cette année-là, mais enfin l'année dernière du coup, il est sorti en 2023. Mais Dragon Age, déjà à l'époque, il se calquait il s'imposait comme une référence dans son style. Déjà au niveau, je trouve, cinématographique, on avait droit à des cinématiques juste géniales. En termes de réalisation, c'était vraiment, vraiment réussi. Le système de classe était pas spécialement original. C'était très simplifié. Le barbare, le berserk, le voleur, le mage. Rien de révolutionnaire là-dessus. Par contre, les combats, on n'est pas sur du tour par tour. On est sur un système en temps réel, assez dynamique, mais avec quand même une possibilité de mettre pause au moment où on veut pour développer ces petites stratégies. Et le côté stratégique est très important car dans Dragon Age, on combat en groupe. On peut, comme dans Baldur's Gate, choisir de faire un run en solo, mais l'intérêt et le jeu a quand même été pensé pour combattre en groupe de 4. Et donc, voilà, il y a ce système de pause pour caler ses sorts par exemple, d'immunité à tel moment, caler ses sorts pour empêcher le mage adverse de jouer, ce genre de choses. Vraiment hyper intéressant. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué avec ce jeu, je dirais que c'est le développement scénaristique des personnages, les différents caractères, les différentes personnalités en fait qui ont été mises en place. Vraiment un travail d'écriture juste génial. Je crois savoir que toi, de ton côté, tu as été assez marqué par une des protagonistes. Ouais, effectivement, il y a un compagnon que tu peux regretter, une compagnon qui s'appelle Morrigan, qui est... Bon, du coup, j'ai joué à Dragon Age Origins, je devais être au collège, si je dis pas de conneries. Et genre, j'ai eu un kink, vraiment... Morrigan, waouh, c'était la femme de ma vie, quoi. Ah, c'était quelqu'un, ouais. Mais ouais, je suis d'accord sur tous les aspects que tu as évoqués. J'ai trouvé le système de combat très atypique. Et du coup, c'est cool parce que t'as un côté tactique et en même temps, c'est pas tour par tour. Ça n'a pas le côté rompiche, ça pionce pas autant qu'un jeu tour par tour, quoi. Donc du coup, c'est assez intéressant. Mais effectivement, le flavor, je pense que Dragon Age fait partie de mes mondes, de mes world building préférés. Notamment effectivement sur comment est traitée la magie, parce que tu parles de l'engeance, mais il y a aussi énormément de géopolitique. Carrément. Dans ce monde-là, et j'aime bien ce délire où voilà, bon, il y a les mages et la question de la place de la magie dans ce monde-là, elle est soumise à beaucoup de débats politiques. Et en fait, il y a des races qui ne peuvent pas du tout utiliser la magie, comme les nains. Par contre, ils extraient des minéraux dont j'ai absolument plus le nom, mais qui peuvent endiguer la magie, genre faire de l'anti-magie, quoi. Et du coup, il y a les paladins qui essayent de faire un peu la police de la magie, qui sont équipés avec des armures faites avec ces minéraux-là. Et j'aime bien ce world building parce qu'il y a un côté la magie, c'est quand même un... Enfin, comment dire, demain, s'il y a des êtres humains chez nous qui développent des pouvoirs, et genre on va commencer à... Il y a des gens qui vont vouloir les brider, c'est sûr. Et voilà, on retrouve un peu ce truc là, comme quoi, putain, en fait, ces gens là sont des gens dangereux, ils peuvent quand même balancer des boules de feu avec leurs mains, quoi. C'est ça, en fait, la magie est pas vue comme un acquis dans le monde, en fait. Les créateurs du jeu ont vraiment fait en sorte que c'est quelque chose à canaliser et à... Il faut mettre des sortes de garde-fous, en fait, pour la contrôler au mieux, quoi. Ouais, c'est ça, et du coup, forcément, ça amène à des dérives liberticides, et du coup, il y a énormément de... Même vis-à-vis en tant que joueur, selon les choix qu'on fait, alors je sais plus si c'est au sein de Dragon Age Origins ou de Inquisition, parce que j'ai joué aux deux, et du coup, des fois, je mélange un peu, mais selon tes choix, en fait... Les mages ont plus ou moins de liberté, quoi. Ouais, tout à fait, carrément. Il y a toute une série de choix qu'on peut avoir dans le jeu, étant donné qu'il y a tout un chapitre qui est consacré aux mages,
on va pas tout spoiler non plus, mais effectivement, il y a pas mal de poids que le joueur peut avoir sur leur destinée, en fait. C'est ça. Non, vraiment, le world building de ce monde, ça me fume, c'est trop bien. Ouais, carrément. Il y avait un autre petit relief que j'avais envie de faire avec Baldur's Gate 3. C'est, tu sais, tout le côté campement. Moi, quand la première fois que je suis arrivé dans le campement de BG3, je me suis dit, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc. Parce que, tu sais, tu arrives dans ton campement, c'est un peu, tu vois, toujours entre deux quêtes, entre deux aventures. Tu rentres dans un lieu un peu réconfortant au coin du feu, et puis t'en profites pour parler à tes coéquipiers, t'avances dans les différentes intrigues avec eux. Chaque coéquipier a ensuite une ou plusieurs quêtes annexes, aussi bien dans Dragon Age que dans Baldur's Gate, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un vrai côté inspiration de ce côté-là. Il y a aussi la possibilité que tes compagnons te détestent, selon tes choix, voire te quittent. Ça, c'est aussi assez marrant. Les romances, n'en parlons pas. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quelque chose de tout à fait possible dans les deux jeux. Il y a aussi un autre dernier détail qui m'a vraiment marqué. Aussi bien dans BG3 que dans Dragon Age, au moment où tu rentres au campement, ça va être souvent le moment où ton personnage se met à rêver. Des rêves quasiment prémonitoires par rapport à la suite de l'intrigue. Et vraiment ça m'a fait penser, mais attends, mais c'est le même délire en fait. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai adoré Baldur's Gate 3, qui est vraiment un jeu qui a mis des ambitions, enfin les moyens sur les ambitions, tu vois. Mais je trouve que j'avais envie de profiter de cette petite outro pour donner ou redonner ces lettres de noblesse à Dragon Age Origins, qui vraiment à l'époque pour moi faisait un peu office de quasiment de précurseur dans le genre en tout cas. Je pense que l'inspiration est absolue et totale, hein. D'ailleurs on retrouve ça dans BG3 au niveau de la mécanique, c'est-à-dire que en dehors des combats, tu peux quand même te mettre en mode tour par tour pour effectuer des actions minutieuses. Donc ça ressemble beaucoup à cet effet de pause dynamique qu'il y avait dans Dragon Age. C'est vrai. Et puis tu parlais des romances et du lien que ton personnage principal pouvait lier avec tes compagnons. Effectivement, c'est très proche. De toute façon, c'est quelque chose que BioWare, le développeur de Dragon Age, faisait déjà beaucoup à travers Mass Effect et tout ça. Alors, je sais pas lequel des deux est arrivé avant. Je pense que Mass Effect est arrivé avant Dragon Age, mais... Ouais, c'est arrivé plus vers 2007, Mass Effect de mémoire. Voilà, et du coup, il y a une inspiration qui... si demain, l'Ariane Studio, les développeurs de Baldur's Gate 3, nous disent « Ah non, absolument pas Dragon Age, on n'a même pas regardé », genre, je serais très, 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 très surpris, et je pense qu'il y aurait énormément de mauvaise foi. Parce que, voilà, typiquement, je trouve que cette création... De personnages très marqués avec des personnalités propres et ambiguës, surtout ambiguës. J'ai trouvé que c'était déjà la patte Dragon Age, et effectivement on l'a vraiment retrouvé dans Baldur's Gate, quoi. Tout à fait, carrément. C'est cool que t'aies aussi apprécié ce jeu-là. Vraiment très très fan, hein. Ça fait partie des quelques jeux où j'ai recommencé des runs plusieurs fois. Notamment Inquisition, que j'ai beaucoup poncé et dont je m'en souviens mieux, et dont son antagoniste, c'est un peu plus compliqué, mais un des personnages antagonistes, pour moi c'est un de mes antagonistes préférés, tout univers de fantasy confondu. Alors c'est pas l'antagoniste principal, c'est une sorte d'antagoniste secondaire, mais waouh, j'ai qu'une seule envie, c'est que le prochain Dragon Age qui a été annoncé sorte, pour avoir la suite de ce qui se passe avec cet antagoniste. J'ai tellement, je me préserve d'en parler, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de spoiler, hein, vraiment au fond de moi. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, mais c'est vraiment... Quand on se plonge dedans, c'est vraiment... Moi, quand je parlais avec certaines personnes qui me disaient qu'ils avaient terminé le jeu en 20 ou 25 heures, je dis non mais les gars, non, vous n'avez pas joué à Dragon Age en fait. Non les gars, vous avez déconné. Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Non, c'est pas possible. Toutes les lignes de dialogue, elles sont... Mais c'est ça, si vraiment tu joues... Si tu joues à Dragon Age avec un grand J, t'en as pour quasiment une centaine d'heures. Franchement, si tu te plonges comme nous, on a pu s'y plonger, c'est la tête la première et tu ressors plus du bassin, quoi.
Euh, Question un peu subsidiaire, je t'ai parlé de Morrigan, je t'ai parlé d'un des antagonistes de l'Inquisition. Est-ce que toi, il y a un compagnon de Dragon Age qui t'a marqué et qui t'a touché? J'aimais bien Morrigan, mais moi, je dirais celui qui m'a le plus touché, c'est sûrement Sven. Tu sais, cette esclave Kunari. Donc Kunari, c'est, Oui. on va dire, un peuple voisin du royaume de Ferelden, qui se retrouve en fait pris en esclave, enfin réduit en tant qu'esclave euh, dans Ferelden. Et il faut savoir que les Kunari, ce sont des êtres quasiment sanguinaires. C'est des combattants brillants, brillants mais très violents aussi. Et cet esclave, en fait, enfin Sven, au final se rebelle, tue son maître et se fait encore à nouveau réduire en tant que prisonnier cette fois-ci. Et c'est un personnage très très froid. Et en fait, plus tu avances et plus tu arrives à nouer des relations avec lui, et plus tu en apprends sur ce personnage qui est passionnant et qui est loin d'être dénué d'émotions et qui est surtout, il a un regard très froid sur la société. Mais moi, je trouve que c'est un regard hyper intéressant qu'il a, ce personnage. Ah ok, ouais non mais c'est... ok, effectivement c'est un personnage intéressant. J'ai des souvenirs un peu lointains quand même d'origine. Ouais, c'est clair. Je pense que j'étais moi peut-être entre guillemets un peu plus jeune au moment où j'ai joué, et j'y ai joué longtemps, et j'ai même rejoué pendant le confinement, tu vois. Ah ouais, donc c'est vachement plus frais effectivement. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus frais. Et est-ce t'as joué à Inquisition ou pas du coup? J'y ai très peu joué. Parce que je t'avoue que j'ai été un peu déçu dans le sens où je m'attendais peut-être trop à une suite très fidèle en termes de gameplay avec Inquisition. Et en fait, je trouve que le jeu est devenu peut-être un peu plus, entre guillemets, accessible slash orienté action, tu vois. Je trouve qu'il y avait vraiment pas mal de différences en termes de gameplay, et ça m'a moins plu, et j'ai pas réussi à accrocher. Peut-être que je devrais m'y mettre, parce qu'au final, l'univers, j'adore, et je suis pas allé au bout du truc, quoi. D'accord. Bon, je vais essayer de te hyper brièvement. Vas-y. Parce qu'il y a un autre personnage d'Inquisition qui m'a énormément marqué et dont j'adore la construction. C'est un personnage qui s'appelle Cole. Et en fait, c'est un compagnon qu'on peut recruter en fin de première partie d'aventure, je crois, à peu près. Et en fait, il a la particularité, c'est un esprit. Mais c'est pas un esprit qui a vécu avant de quelque chose. Enfin, c'est pas l'esprit de quelqu'un, c'est une entité qui s'est créée. Suite aux sentiments des gens et tout ça. Et en fait, les gens ne le remarquent pas. Mais il est visible, hein, mais les gens ne le voient pas. À partir du moment où ils n'ont pas les yeux fixés sur lui, en fait, et dès qu'ils tournent le regard, il disparaît, et il disparaît aussi de leur mémoire. Et bien évidemment, lors de péripéties, Cole vient en aide au personnage principal, et donc du coup il y a une interaction qui se crée, et une sorte de lien qui se crée, et en fait, au fur et à mesure de la progression de l'aventure, après avoir recruté Cole, selon les interactions que tu choisis d'avoir avec lui, et que tu essaies de créer entre lui et les autres personnages, et ben il va s'incarner plus dans le monde, et du coup développer une sorte de libre arbitre, devenir un peu plus un être, en fait, ou pas. Et en fait, selon si tu choisis de le faire ou non, ses capacités sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est hyper intéressant parce que ça se transpose sur son gameplay. Il a un gameplay de voleur. Et donc du coup, soit il s'incarne un peu plus dans le monde et il dérive vers une branche un peu plus combattante, soit c'est pas le cas, et du coup il se porte un peu plus vers l'immatériel, et du coup il est un peu plus assassin spectral. Et c'est vraiment trop cool, et c'est aussi très touchant parce qu'il y a un côté enfant qui découvre le monde, comme si c'est peut-être pas bien tourné, hein, mais comme si une personne apathique, un peu autiste, commençait à décoder, en fait, et c'est trop touchant. Putain, dit comme ça, c'est vachement bien vu déjà en termes d'écriture et de... Enfin ouais, c'est hyper bien pensé, j'adore.
Voilà, c'est un des personnages qui m'a le plus touché, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. J'aime bien ce côté-là parce que c'est un personnage un peu magique, et j'aime bien j'aime bien de toute façon les questions qui tournent autour de qu'est-ce qui font notre humanité, et elle est très très bien retranscrite à travers Cole. C'est-à-dire que, ok, c'est pas un humain, mais est-ce qu'il a une humanité ou pas, quoi. Et j'aime beaucoup. Ma foi. Sans compter son design qui est vraiment chouette. Bah écoute, tu m'as sacrément bien vendu ce personnage en tout cas. J'adore. Trop bien. Trop bien. Bon. On arrive vraiment au bout de l'émission là. Je te remercie beaucoup d'avoir passé tout ce temps-là avec moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Bah écoutez, il y a pour l'instant un seul endroit où on peut me retrouver, c'est sur ma chaîne, Le Monarque, sur YouTube. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si jamais vous avez apprécié l'émission. En tout cas, c'était aussi un grand plaisir qu'on ait enfin pu se voir tous les deux, faire ce podcast, un sujet. On a bien parlé, on a beaucoup parlé. Je sais, on a peut-être zappé quelques petits trucs, mais en tout cas, c'était un vrai kiff à faire. Et tu m'as même mis parfois un peu dans, comment dire, vraiment dans la réflexion, tu vois, dans le sens où je prétends pas à avoir les bonnes réponses à chaque question, parce qu'on a quand même tourné autour d'un sujet vachement technique, je dirais, mais peut-être peu abordé aussi, hein. Très très peu abordé carrément. Et du coup, c'était aussi une sorte d'exercice pour moi que de devoir en parler, parce que, comme je te dis, on n'en parle pas beaucoup, et on joue un format qui est tellement, comment dirais-je, on en parlait en début d'émission, hein, tellement aléatoire qu'au final, t'as beau avoir des résolutions en tête, t'as beau avoir un plan de jeu, ça peut aller tellement vite, et toutes tes certitudes peuvent être balayées d'un coup d'un seul. Mais bref, c'était trop cool de pouvoir parler de tout ça avec toi. Ouais, non mais pour moi aussi c'était très challengeant, hein. Et ben en tout cas, merci à vous, hein, les auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, de le liker, de vous abonner, hein, sur la plateforme de votre choix. Et si vous venez aussi de découvrir Le Monarque à travers ce podcast, bah si vous passez sur une de ces vidéos, mettez-lui un petit commentaire en disant « Hey, je t'ai découvert sur le Pince-Crâne », ça sera très cool. De même que si vous avez des remarques, des suggestions, hein, vous n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de ce podcast. Ou même pourquoi pas sur le Discord de Magic C'est Chic, hein, où je suis plutôt très actif, et puis j'essaierai d'y répondre, et peut-être même que le Monarque essaiera d'y répondre. Allez, en attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de madadès. C'était le Pince-Crâne. Salut!